Bonjour à tous, donc je suis consultant pour Vivelis, je m'occupe de la partie suivi vignoble sur le Bordelais et bien sûr sur l'Italie, vous entendez mon accent typiquement bordelais. Donc en fait dans le titre de cette présentation, je voulais être un peu provocatoire par rapport au type de suivi qu'on fait et par rapport aux observations de terrain. On se rend compte, par empirisme depuis plusieurs millésimes, qu'effectivement sur Bordeaux, la notion de concentration et la notion de maturité, qui peut-être une fois, surtout sur certains vignobles, je pense plutôt dans le Médoc, étaient plutôt presque des synonymes. Disons qu'on avait forcément un raisin mûr quand on avait un raisin concentré. Maintenant, les deux choses, les deux notions, elles ne sont pas on a vraiment du raisin concentré sans qu'il soit mûr. Ce sont des choses qu'on était déjà soulignées par Émile Penot avec la possibilité de vendager éventuellement plus tôt dans des régions du sud. Et aujourd'hui, finalement, on se trouve parfois face à ces choix-là. Donc, pour nous, l'objectif, c'est exactement ça, c'est de donner les outils aux viticulteurs pour faire les bons choix. Donc, du coup, de comprendre effectivement la cinétique de chargement de la vigne, donc du coup, son potentiel, et en fonction de son comportement, comprendre effectivement quelle est la meilleure date de récolte. Voilà. Donc, du coup, on va aller rapidement sur la partie de la méthode. Donc, comme on a dit tout à l'heure, on va s'intéresser plutôt à la phase après la véraison. Et on va suivre de façon directe les volumes des baies avec une photo. Et de façon indirecte, on va pouvoir dériver la quantité en sucre par baie. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, c'est un Degrix, donc du coup, une concentration qu'on fait tranquillement. Et avec l'appareil Diostème, on fait un volume dB. Une concentration fois un volume, ça nous donne voilà, une masse, une quantité de sucre par baie. Cette cinétique de sucre par baie, c'était démontré déjà que c'est un marqueur du déchargement phloémien, donc du coup, de l'accumulation de précurseurs avec la matière solide, donc du coup, avec les sucres dans la sève élaborée qui vont rentrer dans la grappe, dans la baie de raisin. Quelle forme a cette cinétique? Cette cinétique, elle a cette forme que vous êtes en train de voir. Donc, du coup, on a une première phase rapide pendant la période 4 qu'on a dit. Ça, c'est les cas théoriques, hein, les cas idéaux en train de charger. Et on a un jour J, que c'est un vrai pilier physiologique. C'est le moment où la plante arrête de charger les sucres. Ces moments-là, ensuite, on va attendre un plateau. À ce moment-là, en fait, on va passer d'une phase anabolique à une phase catabolique. Donc, du coup, ça veut dire qu'on était en train de synthétiser des molécules, de charger ces molécules dans la baie de raisin. Et tous les enzymes qu'on était chargés dans la baie au moment de la première phase, ils vont commencer à travailler. Donc, du coup, biologiquement, le fruit, il va aller en sénescence. Et on aura une transition du point de vue aussi des précurseurs aromatiques, des tannins, la réactivité des tannins, et tout ce qui fait globalement la qualité du raisin. C'est pour ça qu'en fait, on a identifié après, avec le travail de Vivelis qui date depuis un petit moment, des fenêtres aromatiques qu'on était déterminées aussi à la dégustation. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire bien le lien entre la phase physiologique de la plante avec le profil énologique du vin derrière. Et voilà, on va suivre les cinétiques. Du coup, on fait, ça, à droite, vous avez la cinétique normale du TAVP, qui est soumis à des effets de concentration et dilution. Bien sûr, c'est caricatural, c'est que j'ai dessiné là-dessus, par rapport aux conditions de météo. La quantité de sucre par baie, elle n'est pas affectée par ce type de problème, mais notre type de travail, c'est déterminer le jour J, donc le J0, très important. À ce moment-là, on va déterminer l'alcool potentiel, et en fonction de ce paramètre-là, on arrive à estimer un potentiel qualitatif de la récolte, parce que comme je vous disais, la courbe de changement en sucre, elle impacte aussi tous les autres composés qui font la qualité du raisin. Donc, ça, c'est encore un cas un peu caricatural. On a deux parcelles, une parcelle B et une parcelle A. Au moment au jour J, la parcelle B, elle a un TAVP plus élevé. Regardez à droite. Même si à récolte, les deux parcelles, elles vont arriver par concentration au même degré à 13,8. Donc, la parcelle B qui est à 12,5, on estime avoir un potentiel qualitatif plus important au moment de la vinification. Si on prend cette matrice-là, qui est avec l'alcool potentiel à gauche sur les ordonnées et sur les abscisses, la date, on arrive à avoir un résumé du millésime, comme vous pouvez voir en bas, où on a le potentiel du millésime et la précocité si on est sur un millésime plus précoce. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux cette année?
les types de cinétiques qu'on a observés. Donc, du coup, on a eu presque sur Cabernet Sauvignon les 70% et presque les 90% du Merlot qui sont bien chargés. Donc, du coup, la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, chargement théorique, qui se sont arrêtés à haut potentiel, sauf sur les Cabernet Sauvignon où on a eu quelques petits problèmes de sécheresse. Bon, on va voir les cinétiques derrière, mais en gros, on a eu des potentiels moyens. Ensuite, on a eu beaucoup de blocages initiaux, surtout sur Cabernet Sauvignon, ça représente les 15%. Ensuite, des maturations lentes, on va voir les cinétiques derrière, donc du coup, des potentiels plutôt faibles derrière. Et d'autres parcelles, bon, c'est quelques-unes qui ne se sont pas arrêtées de charger. Chose importante, la représentativité là-dessus, aujourd'hui, on suit plus de 4000 parcelles sur tout le Bordelais, avec les systèmes. Donc, juste, je vous prie de remarquer qu'entre ce qu'ils étaient bloqués, c'est que c'était potentiel moyen, et en gros, on arrive plus ou moins au 20% du vignoble. C'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Donc, ça, c'est les cas typiques. Donc, on a dit, la plupart, on est là-dessus, les parcelles, donc chargement rapide sur la période 4, ensuite les plateaux sur la période 5. Donc, jusque-là, tout va bien. Par contre, ce qu'on a trouvé aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, 15% du vignoble, on est là-dessus. Donc, en fait, on a une phase lente, un blocage initial. La vigne, comme on avait vu, comme a dit Thibaut tout à l'heure, avait besoin d'eau. C'était de l'eau du sol. Donc, du coup, elle avait besoin d'eau. Cette phase lente, donc la plante était bloquée. Ensuite, elle a repris à charger. On a eu le chargement en sucre. Et ensuite, on attend le plateau. Bien sûr, point très important pour ces parcelles bloquées, c'est la durée de cette phase lente. Parce que si elle est très longue, bien sûr, on ne va pas pouvoir attendre dans les meilleures des conditions un équilibre de maturation, souplesse des tannins et ainsi de suite. Donc, chose importante, ce qui a fait débloquer, c'était exactement les pluies de mi-septembre, que grâce avec fruition, on a pu voir. Donc, du coup, en fait, ce sont ces pluies qui ont fait répartir les vignobles. Ensuite, des maturations lentes. Donc là, en fait, c'est une inhibition faite par plusieurs facteurs. Donc, où en fait, la plante, elle charge lentement, elle attend un petit plateau, elle s'arrête, ensuite elle repart, ensuite elle s'arrête à nouveau. Du coup, là, effectivement, on ne peut pas estimer un potentiel. C'est sûr que par rapport aux dégustations qu'on fait sur ces parcelles-là isolées, on sait bien qu'on a une perception du fruit plus diluée, c'est beaucoup moins qualitatif. Et ensuite, on a le chargement linéaire. Donc, du coup, ce sont des parcelles qui sont très vigoureuses, où l'équilibre entre les feuilles et le fruit, il n'est pas idéal, où on a des excès d'azote, donc c'est un chargement constant, mais c'est très marginal, ça, sur le Bordelais, donc du coup, je ne vais pas beaucoup parler là-dessus. Donc, je vous fais quelques exemples réels. Là, c'est des parcelles, c'est des vraies parcelles. Donc, du coup, vous avez la parcelle 1, 2, 3. Là, on a le suivi du TAVP. On a l'impression que tout ça se passe à peu près bien. Par contre, quand on va voir la cinétique du chargement en sucre, on voit bien qu'on a des comportements qui sont très différents. La parcelle numéro 3, celle que vous avez à droite, dans le graphique en bas, vous voyez bien que c'est la courbe théorique. Tout va bien là-dessus. Par contre, sur les autres, avec la cinétique du chargement en sucre, on voit qu'en fait, les deux parcelles qui avaient l'air de mûrir, effectivement, elles étaient complètement bloquées au début. Ensuite, elles sont réparties. Ensuite, il y a la parcelle 2 qui a continué à charger, donc effectivement, il n'y a pas eu un arrêt de chargement. Donc là-dessus, on ne va jamais pouvoir atteindre des fenêtres très mûres. Ça va qu'être du fruit concentré, dégradé. Donc, par contre, sur la parcelle numéro 1, elle s'était arrêtée, mais on a eu une très très forte concentration de la baie sur les dernières 5-6 jours. Voilà. On a gagné, là-dessus, on a perdu le 15-20% de volume, là, parce qu'on a gagné un 2 degrés d'alcool. Chose très importante. Donc, on va voir ça. Du coup, on va positionner les millésimes. Pour Merlot et Cabernet Sauvignon, vous voyez bien qu'on est très, très, très élevé en potentiel. Donc, ensuite, je vais parler de la partie potentiel et précocité. Donc, du coup, les potentiels sur le Merlot, on voit qu'ils montent beaucoup depuis 2006. On a gagné 1,5 degré. Donc, du coup, par rapport à la précocité, ce n'est pas significatif statistiquement. Par contre, regardez les Cabernet Sauvignon. En fait, on a gagné 8 jours dans la date d'arrêt. Donc, le jour J, la vigne s'arrête de charger 8 jours plus tôt, à des potentiels plus élevés. C'est ça qu'il faut retenir, surtout pour les Cabernet Sauvignon, parce que ça ouvre des opportunités. Pour aller taper dans les fruits mûrs, pour aller chercher une récolte mûre, il faut vraiment aller... le fait que les Cabernet Sauvignon soient plus précoces,
Ça ouvre vraiment des possibilités. Ensuite, les volumes de baies. Ça, c'est la dernière chose dont je voulais vous parler. Très, très important. Là, vous avez un historique depuis 2006 à 2019. On n'a jamais eu de baies si petites comme cette année. On a vu pour quelles raisons. On sait bien qu'il y a environ entre moins 12 et moins 14% par rapport à la moyenne de volume. Et il y a une chose très très importante, que cette perte en volume, elle est localisée surtout sur les dernières 2 semaines. Et ça sont des données réelles, sont des données réelles sur l'ensemble du vignoble qu'on a suivi. En fait, là, vous avez le nombre de parcelles. Il faut voir juste que vous avez à peu près les 40% de parcelles qui sont perdues, jusqu'à 30% de volume dans la dernière semaine. Donc voilà, et ça, c'est une raison principalement climatique. Donc du coup, comme on a vu, on a eu la valeur plus élevée en VPD depuis toujours presque cette année. Donc l'idée, c'est attendre, oui, mais pour est-ce qu'on a un gain qualitatif qui justifie une telle perte en termes de volume? Et est-ce que cette concentration est vraiment quelque chose de positif pour ma récolte? Parce que si ma parcelle était bloquée avant, si je vais avoir quelque chose de très concentré, je ne vais pas concentrer beaucoup de bonnes choses. Donc je pars de 3 constats par rapport à tout ce qu'on a dit cette année. On a des arrêts de chargement qui sont de plus précoces. On a la vigne qui arrête de charger à des TAVP plus élevés, donc plus de potentiel, et on a des baies très petites. Donc, arrêt de chargement précoce, comme je dis, pour Cabernet Sauvignon, chose positive, bonne nouvelle. Par contre, il faut faire attention, parce qu'en fait, vu que le cycle est anticipé, ça veut dire que le chargement se fait dans des conditions de possible sécheresse. Donc, du coup, on a plus de risques d'arrêt de chargement. Donc, il faut diagnostiquer, contrôler que les plantes qui se sont arrêtées. Ensuite, meilleur potentiel de vent, bien sûr, parce qu'on a des arrêts à plus haut potentiel, donc on est bien d'accord. Mais par contre, on se trouve avec des parcelles où on a des arrêts de chargement à 13,5, et donc on a des baies qui sont très très sucrées, mais elles sont végétales. Et ça, au moment de la dégustation sur les terrains pour l'estimation de la date de récolte, c'est quelque chose qu'il faut tenir en compte. Qu'on va vers des baies qui sont plus concentrées, des degrés qui sont très élevés sur des raisins qui ne sont pas mûrs, mais qui sont encore végétaux. Et ça, c'est pour ça que le support qu'on fait, c'est très complémentaire à la dégustation des baies. Donc, profil mûr, pour avoir des profils mûrs, on a des TAVP très élevés, donc avec tout ce qui s'en déroule, la gestion de la fermentation, les fermentations languissantes, ainsi de suite. Donc, chose importante par rapport à la partie volume, on a une meilleure extractibilité, ça on le voit systématiquement. Je l'ai mis en jaune, pourquoi? Parce que si, comme on dit de façon vulgaire, si on a des bonnes choses, on va extraire que des bonnes choses. Si par contre on a des parcelles bloquées, on a des arrêts précoces, bien sûr, même si on a des meilleures extractibilités, on ne va pas forcément avoir des vents plus équilibrés. Et après, bien sûr, des pertes de rendement. Donc du coup, on visualise nos recommandations. Identifier rapidement le comportement de la parcelle et adapter l'itinéraire technique au comportement de la parcelle. Donc, si on a des bonnes cinétiques, bien sûr, il faut attendre les fenêtres aromatiques idéales, les fenêtres de maturation idéales. Par contre, si on a un blocage ou en maturation lente, ça n'a pas de sens d'attendre et perdre autant de volume, surtout parce qu'on va avoir plus de goût de sec, de foin, de fruits dégradés, et ainsi de suite. Donc, autant récolter plus tôt. Si on a quelque chose, un peu de végétal ou des choses comme ça, on peut les travailler à la cave. Par contre, quand on a des fruits qui sont très très mûrs, très très confits, c'est plus compliqué. Donc du coup, suivre les chargements en sucre et les volumes des baies, très important pour identifier les comportements des parcelles, comprendre les potentiels et bien sûr, prendre la bonne décision. Merci. Alors, on avait une question sur Slido pour Thibaut. Les conditions de la période 5 seraient favorables aux cépages précoces? Oui, si on veut des vins à 15%, ne faut-il pas suivre d'autres indicateurs?
À 15 degrés, pardon, à 15 degrés. Alors, je suis Tu veux pas que je sûr répète? de comprendre la question, parce que avoir une longue période 5, comme l'a montré Carlo, c'est pas associé à des vins à 15 degrés. On peut maintenir la turgescence de la baie en période 5. Donc on peut passer... combien de jours vous pouvez passer à J plus 0? Je vais montrer ça parce que j'ai une parcelle réelle, donc ça tombe bien. Et on peut expliquer ça rapidement. Quand j'avais montré les 3 parcelles, alors ça sont des parcelles qui sont sur Saint-Émilion. Ok. Ces parcelles-là qui sont sur Saint-Émilion, vous allez avoir celle de droite. Regardez la différence de concentration entre la parcelle numéro 1 dans les derniers points, donc elle passait de 13,1 à 15, jusqu'à la parcelle numéro 3. Ces parcelles-là, c'est du merlot sur Saint-Émilion là-dessus. Donc, l'idée, comme je vous disais, par rapport à ce qu'on observe, l'histoire de la précocité, ça ouvre des opportunités de maturation pour les Cabernet Sauvignon, cépage tardif, mais avec des risques. Risque de blocage précoce, surtout. Et bien sûr, il faut que la fin de saison, ça se passe correctement pour les Cabernet Sauvignon. Pour le merlot, en fait, pour atteindre une fenêtre fruit frais sur un merlot, c'est un cépage, donc quand je vous avais montré la cinétique de chargement sucre entre les différentes fenêtres aromatiques, on est environ à 15 jours, à partir de J0. Donc du coup, l'idée, c'est avoir une bonne visibilité par rapport à l'objectif final qu'on veut avoir, parce que ce n'est pas dit que si on a un merlot, il faut absolument aller chercher du fruit très mûr, où en fait on aura des degrés malheureusement ils sont plus élevés, ça on est bien d'accord. Autant aller chercher par exemple un fruit qui est plutôt frais, avec peut-être une réactivité des tanins à la dégustation plus importante, mais ce type de réactivité, c'est des réactivités qu'on veut bien travailler derrière, comme œnologue, avec l'élevage, avec le choix de bois et avec beaucoup d'autres choses. Oui. Ouais, moi, avant de te donner la parole, David, moi ce que je voulais juste souligner, c'est que non, on peut avoir des périodes 5. Ici, elle dure combien de temps, la période 5? Elle démarre avant le septembre? Oui, là, on s'arrête à fin août. Donc, du coup, de fin août. Donc on a 15 jours oui, pendant 15 lesquels septembre. on ne monte pas à 15 degrés. Voilà. David, oui? J'avais une question, on a l'impression que les données sont arrêtées au 20 septembre. Et en fait, cette année, les 15 jours qui ont suivi ont été particulièrement importants, à part pour on va dire, la petite minorité de parcelles qu'il a fallu vendanger avant cette date-là. La majorité du vignoble a subi positivement ces précipitations-là, qui ont permis de perdre en moyenne 1 degré, et en même temps de rallonger cette phase de maturation sans chargement d'une quinzaine de jours. Exactement. Alors, je vous explique pourquoi on ne l'a pas là-dessus, parce que notre objectif, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de trouver les jours J. À partir de ce moment-là, en fait, pour nous, comme suivi avec le DSM, ça n'a pas d'intérêt. Parce qu'une fois que la plante, qu'on a détecté et diagnostiqué l'arrêt de chargement en sucre, on ne va pas suivre jusqu'à la date de récolte. Parce que ça, c'est bien sûr, c'est un outil d'aide à la décision. Donc, du coup, le choix, finalement, c'est au viticulteur. Nous, avec le système, on peut diagnostiquer s'il y a des arrêts précoces, surtout, qui vont faire ralentir et donc décaler la fenêtre mûre. Et pour ces parcelles-là, c'était capital, ce que vous venez de dire, parce que bien sûr, si on avait une parcelle, comme le cas de la parcelle 2, qui en fait, on a vu qu'à la fin, on était au 18 septembre, elle a recommencé à charger. Okay, c'était grâce aussi à l'épluie de la fin de la saison. Mais surtout là-dessus, en fait, le fait de continuer à suivre pour des parcelles qui sont un peu plus tardives parce qu'il y a eu des blocages précoces, voilà, là c'est plus intéressant. Nous, c'est comme on va pouvoir comprendre avec les systèmes, c'est juste au début de la saison, effectivement, quelles sont hiérarchisées les qualités du parcellaire par rapport au comportement. Voilà.